Bonjour Guilain Benessa, merci d'être avec nous ce matin. Bonjour Lisotte, bonjour. Alors vous avez peut-être entendu Alexandre de Galzin à l'instant qui nous faisait le bilan de cette intervention d'Emmanuel Macron. Bon, Emmanuel Macron pourrait probablement lui répondre ce qu'il a affirmé hier pendant son passage sur TF1. C'est assez classique dans notre pays, on voit surtout ce qui ne marche pas. Alors qu'en pensez-vous, Guilain Benessa? Écoutez Liselotte, je voudrais commencer par vous remercier. Parce que grâce à vous ou à cause de vous, j'ai passé 3 heures à regarder un show télévisé qui est la répétition de ce qu'on entend depuis 8 ans, répétition que je me suis infligée pour qu'on puisse tous les deux en parler ce matin. Alors, je ne sais pas si vous financerez la prochaine fois, comme je vous l'ai d'ailleurs demandé, ma soirée pizza pour tenter de tenir le coup, puisque C'est en discussion. c'est en discussion puisque nous avons désormais remplacé la Ligue des champions du mardi soir par Emmanuel Macron qui dure 3 heures. Dans les deux, la différence, c'est que d'habitude, le PSG, par les temps qui courent, parvient à s'en sortir. Et la question, c'est est-ce que Macron parviendra à s'en sortir ou non à l'issue de ces 3 heures. Alors soyons plus sérieux pour analyser ça. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. Et je vais peut-être vous étonner, Macron était excellent. Macron était excellent. Et je le répète, Macron était excellent. Pendant 3 heures, il nous a rappelé qu'il est le maître et qu'il a face à lui des élèves. Mm. Les élèves sont venus bien habillés, bien peignés. Ils sont venus avec des petits comptes rendus, ils sont venus avec des petites fiches cuisine, ils sont venus avec des petites questions toutes faites. Ils sont venus en se succédant, sans jamais aller à la racine, en se suivant à la queue leu, l'un sur des questions de politique générale, l'autre sur des questions ukrainiennes, quid de Agnès Pannier-Runacher qui s'est noyée dans ses chiffres, quid de Robert Ménard qui a assumé d'être un petit maire local face à un grand président qu'il a tenté de défier avec ses petits bras. Et au bout de tout cela, nous avons passé 3 heures à nous rendre compte, grandeur nature, qu'il y avait un maître qui pourtant ne gérait plus rien dans le pays, mais gérait parfaitement ces 3 heures dans son couloir, et des petits élèves qui se sont succédés jusqu'à finalement que tout le monde se rende compte que rien n'a servi à rien. Et qu'au bout de ces 3 heures, je vous le dis franchement, si en 2027, Emmanuel Macron pouvait se représenter, il regagnerait la présidentielle face à Marine Le Pen, Jordan Bardella ou qui que ce soit d'autre. Il y a quelque chose de triste et de désespérant, mais nous avions d'un côté le maître d'école et de l'autre les petits élèves qui rentraient dans la classe. Mmh. Emmanuel Macron avait quand même lui aussi préparé ses petites fiches avec des graphiques qu'il avait lui-même préparés pour pouvoir justement contrecarrer les arguments et les chiffres qui lui étaient opposés. Il était peut-être pas aussi, assuré, que vous nous le dites, Guilain Benessa. Alors, ça, c'est le scandale de la soirée, et merci Liselotte de le faire remarquer. Scandale contrôlé, scandale habituel, scandale d'État quelque part, petite propagande journalière. Alors, là-dessus, vraiment, effectivement, vous me coupez l'herbe sous le pied, ou en tout cas, vous introduisez le vrai, à mon avis, le vrai grand débat de la soirée, hein, pour reprendre les termes macroniens à la mode. En fait, ce qu'a fait Emmanuel Macron, c'est qu'effectivement, il est venu avec des fiches, avec des graphiques qui ont été tout au long de la soirée égrenés pour permettre à l'hôte de ces lieux, c'est-à-dire à Emmanuel Macron, le président des présidents, qui n'a pas fait l'objet franchement de beaucoup de critiques de la part de M. Boulou, mais on n'en attendait pas moins, qui lui a permis, en une sorte de métalangage ou comment dire, de stratégie visuelle, d'inscrire constamment au frontispice de la soirée des slides ou des graphiques qui étaient préparés par les services de l'Élysée et qui étaient d'ailleurs légendés et commentés par des phrases toutes faites bien, bien écrites sur le génie d'Emmanuel Macron. Alors Mmh. j'en ai gardé, j'ai pas les exemples, j'ai pas tout devant moi, mais il y a un moment qui m'a frappé, c'est sur je crois que c'est une question de création d'emplois, il me semble, Oui. où la légende était un record historique de création d'emplois industriels. Le terme historique figurait sur le graphique qui restait pendant plusieurs minutes en split screen à côté d'Emmanuel Macron. Ce qui veut dire que pour le spectateur moyen, qui s'est pas infligé ces 3 heures, à mon avis, ils sont légion. Je ne pense pas que beaucoup de gens aient passé 3 heures durant toute la soirée devant ce show. Vous arrivez et vous avez l'impression d'avoir une sorte, vous savez, de commentaire officiel de l'INSEE qui traduirait via des magnifiques statistiques et des camemberts, etc., le génie historique, en l'occurrence, le bilan historique d'Emmanuel Macron. Alors, je suis d'accord avec vous, c'est une méthode de la part d'Emmanuel Macron, il est venu avec tout ça, qu'il a préparé son coup, mais il n'empêche, ça donnait quand même l'impression qu'il y avait
d'un côté des affirmations subjectives de ses opposants et de l'autre une sorte de bilan préparé en école de commerce, hein, vous savez les slides, je veux Ouais. dire, qu'on prépare lorsqu'on fait une petite école de commerce qui vous apprend à ne rien dire à base de chiffres. C'est même le principe d'une école de commerce. Quelque part, de ce point de vue-là, il a préparé son coup. Pour moi, c'est un petit scandale parce qu'on ne sait plus vraiment qui commande quoi, on ne sait plus quelle est l'objectivité de l'instrument. Il n'empêche, une fois encore, le travail était bien fait. On avait l'impression, vous savez, il y a 1 an, Emmanuel Macron était dans les cordes. On en parlait tous les deux à cette antenne en juin, juillet l'année dernière. Hier, honnêtement, encore une fois, même grâce à cela, il était dans un couloir, il a joué en toute sécurité. Mmh. La question qui se posait, c'était son bilan sur 8 ans et donc la plupart, des personnes, des analystes ou non d'ailleurs, enfin voilà, on avait eu des influenceurs comme Thibaut InShape, des Salomé Saké, bon bref, la plupart des gens qui se sont retrouvés face à lui, lui ont expliqué que, sur les derniers chiffres qu'il proposait, oui, peut-être, pourquoi pas, c'était pas si mal, mais qu'en même temps, sur 8 ans, il avait pas fait grand-chose. C'était par exemple un des arguments qui lui a été opposé, lorsqu'il, fallait parler de simplification. Est-ce que effectivement le bilan d'Emmanuel Macron est assez creux sur ces 8 ans? C'est assez surprenant comme bilan parce que, les Français, eux, ont plutôt l'impression, dans leur majorité, d'avoir beaucoup souffert des décisions d'Emmanuel Macron en 8 ans, ce qui donc, laisse sous-entendre que c'est un bilan qui n'est pas si vide que ça. Je vous disais tout à l'heure qu'Emmanuel Macron était excellent sur la défense de son bilan. En fait, nous avons eu aujourd'hui la confirmation une énième fois d'une tactique macronienne poussée à son paroxysme, c'est qu'il est excellent. Vraiment, je suis contraint de le reconnaître. Il est excellent pour passer le même grand oral d'énarque qu'il nous passe depuis 8 ans. C'est-à-dire qu'il fait le grand oral. Je m'explique. Et d'ailleurs, ce que je vous disais tout à l'heure est à mon sens le vrai problème. Personne ne l'a attaqué à la racine, ce qui fait que thème après thème, il peut avoir la même position. En fait, c'est un bilan, c'est une position en 3 temps. En 3 temps. Ce qui s'est passé hier avec tous les intervenants. Et je dis bien tous les intervenants. Agnès Pannier-Runacher, Robert Ménard, Salomé Saké, Thibaut InShape, j'en passe, hein, j'ai oublié, hein, je veux dire, Mmh. je vous laisserai compléter si besoin est. Alors, premièrement, il prend un petit coup, c'est-à-dire, enfin, un petit coup. L'un des intervenants vient, lit un petit post-it ou un petit papier préparé en disant: vous avez été en gros très mauvais, monsieur le président, vous avez juré au grand Dieu de toucher à l'immigration, vite fait. Vous avez juré au grand Dieu de simplifier, vous avez juré au grand Dieu de faire réduire le chômage. Enfin, bref, il aurait juré des grands dieux, il n'a pas réussi. Premier temps. Deuxième temps, Emmanuel Macron reprend la main et dit: non, mais attendez, vous n'avez rien compris, il faut remettre. Et c'est la petite phrase qu'il a dite plusieurs fois. Il a dit: qu'est-ce qu'on a essayé de faire durant ces 8 ans? Et en fait, il a retraduit selon ses statistiques, ses petits slides, etc., et sa façon de faire, il a retraduit son action pendant 8 ans en disant: il y a eu des crises, il y a eu le Covid. La carte du Covid a été jouée plus d'une fois, notamment dans la question les questions de Salomé Saké, notamment sur le malaise des jeunes, le mal-être Mmh. des étudiants, etc. Bref, il justifie ces 8 ans de bilan très longuement. Et ensuite, troisième temps, il y a une espèce de reprise en main de l'intervenant, puis quelques questions. Mais là, on voit qu'Emmanuel Macron, à chaque fois, du coup, il va dans son couloir, il a tout fait plus ou moins bien comme il le pouvait, et il s'en sort finalement miraculeusement sur la plupart des points. Je m'explique clairement, je réponds clairement à la question. Le bilan d'Emmanuel Macron, si vous prenez de la hauteur, il est désastreux. C'est certainement le pire président sans aucune ambiguïté, terme qu'il a d'ailleurs employé plus d'une fois sur la question nucléaire, hein. Il a dit, c'est une question ambiguë, la Mmh. question de savoir comment mutualiser à l'échelle de l'Europe la question nucléaire en disant, je vais garder le bouton, naturellement c'est le président qui décidera, mais il y a En une même ambiguïté temps, de voilà. points en même temps. Je dis ça parce que du coup cette ambiguïté se répand un peu partout, mais le génie d'Emmanuel Macron, c'est se cacher derrière une préparation parfaite. Il est stoïque, il est tranquille, il est sûr de lui. À mon avis, la préparation de Macron est aussi très bonne parce que je pense que c'est quelqu'un qui ne se remet jamais en cause. D'ailleurs, personne hier soir, j'ai été sidéré, ne l'a interrogé, ne l'a mis en cause, pas un seul ne l'a mis en cause sur le fait même qu'un président désavoué dans les urnes, que fait-il toujours là hier soir? Que faisait-il là hier soir? C'est-à-dire que moi, j'aurais commencé en disant:
Monsieur le Président de la République, vous ne devrez plus être président de la République. Vous ne devrez pas être là. Nous devrions avoir une chaise vide ou quelqu'un à votre place. Vous-même aviez dit plus jeune, il y a quelques années, que vous ne voyiez pas, vous n'envisagiez pas, si vous étiez désavoué, selon le général comme le général de Gaulle l'avait dit à l'époque, vous n'envisageriez pas de rester en place. Et pourtant, vous êtes toujours là. Personne ne l'a fait une seule seconde. Résultat, il a déroulé, ce qui fait qu'à mon avis, on n'a jamais vu de façon aussi claire la dissociation. Je veux dire, je prends une vieille formule maurassienne, mais la vieille dissociation entre le pays réel ou le pays légal et le vrai pays ou le pays matériel. C'est-à-dire que quelque part, nous avions un président en apesanteur qui a tenté de minorer, je veux dire, le poids de sa propre responsabilité sur ces 8 ans passés, et en même temps, le pays réel qui s'est totalement dissocié de la politique, qui regarde ça finalement avec une sorte de torpeur tranquille et qui se dit, vous savez, au bout du compte, au bout des 3 heures, qui est le meilleur orateur de tous? Qui est le plus rassurant de tous? Qui est le plus sérieux de tous? Emmanuel Macron. Je suis là tristement à devoir dire cela, mais l'objectivité me commande à dire qu'hier soir, Emmanuel Macron, quelque part, s'est largement fichu des Français, mais il le fait avec cette assurance tranquille et ce sérieux, quelque part d'apparence, qui est le même qu'il a depuis 8 ans, contre vents et marées. Il a rejoué l'exercice. Dans cet exercice-là, il est malheureusement loin d'être mauvais. Quand vous dites qu'il a minimisé ses responsabilités, c'est vrai qu'il a répété à plusieurs reprises, mais ce n'est pas moi qui fais la loi en France, ce n'est pas moi. Donc on comprend bien qu'il n'est responsable de rien de ce qui peut troubler les Français. En même temps, il laisse assez peu de marge aux Français pour choisir eux-mêmes justement les lois qui vont régir leur pays. Il a quand même évoqué rapidement les référendums. Sa position, l'esprit, c'est qu'on puisse sur de grandes réformes économiques ou sociales saisir nos compatriotes. D'ici à juin, le gouvernement va proposer plusieurs réformes et ensuite, je verrai lesquelles méritent un référendum. Comme vous le disiez, il se positionne vraiment dans cette posture de maître d'école. Présentez-moi vos devoirs maison et puis je sélectionnerai ce que je peux lire devant la classe. Est-ce que Emmanuel Macron, là, ce petit jeu de regarder, je vais vous consulter et en fait l'opinion des Français me préoccupe, est-ce que vous pensez vraiment que les Français sont dupes quand ils entendent ça? Dupe, non, je ne crois pas, Liselotte, mais la question n'est pas là. La question, beaucoup plus fondamentale, c'est d'occuper l'espace. C'est simplement de dire que sur la bande passante, il n'y a rien d'autre que moi, Emmanuel Macron, que sur la bande passante, pendant 3 heures, je tiens, que la bande est occupée par mon visage, par ma personnalité, par ma façon de faire, et que quelque part, je n'ai pas de remplaçant potentiel. Là-dessus, j'ai 2 remarques précises. Vous venez de parler à juste titre du référendum. La question référendaire a permis de clôturer les débats. C'était l'un des derniers thèmes abordés. Première remarque sur le référendum, Emmanuel Macron, tout en ne le disant pas, était très clair. Premièrement, il a dit, il y a des questions il l'a clairement dit, les questions qui poseront problème au niveau européen. Ce qui veut dire qu'il a clairement dit, attention à la question qu'on va poser, de toute façon, l'Europe y veille derrière, Ouais. ce qui veut dire qu'on n'est pas libre de questionner les Français sur les sujets qu'on souhaite. Vous savez, vous m'avez déjà reçu pour en parler, j'ai fait un livre sur le référendum il y a un peu plus d'1 an, Comment faire taire le peuple, et j'avais justement largement, à l'époque, j'étais revenu sur déjà le premier bilan macronien, c'est le fait qu'on ne pouvait pas faire de référendum en raison des fourches codines de l'article 11 de la Constitution et de la question européenne. Et hier, qu'est-ce qu'il a fait? Grand 1, il a dit, à cause de l'Europe, on verra quelle question on a le droit de poser. Et de 2, il a dit clairement, l'immigration n'entre pas dans le champ de l'article 11 de la Constitution. Donc, il ne fera pas de référendum sur l'immigration. Et je disais dans le bouquin, et je ne suis pas le seul à le dire, on n'est pas si nombreux quand même, que je rappelle quand même que c'est faux ce qu'il dit, parce que si, un minimum, on s'en tenait au général de Gaulle, on pourrait poser n'importe quelle question en utilisant l'article 11. C'est juste qu'on s'est habitué avec les petits chiens ou les caniches de l'Europe, et donc à ne plus utiliser notre droit tel qu'on le souhaiterait. Passons. Mais même là-dessus, il est tellement tranquillement aux ordres de Bruxelles et en même temps, je disais en sécurité, en tranquillité, qu'il a dit ça calmement. Mais je disais sur le référendum, premier problème, donc on n'aura aucune question. Deuxième problème sur le référendum, c'est qu'en plus, il a clairement dit, attention, vous faites une petite erreur, Liselotte, il n'a pas dit des grandes questions sociales. Il a dit des grandes questions sociétales. Ce qui veut dire que la fin de vie, il ne se l'interdit pas. J'aime bien cette petite phrase, je ne me n'interdis rien. Vous voyez, on ne s'interdit rien, mais pour l'instant, on n'ouvre rien. Donc, nous nous ennuyons avec lui à attendre des vaines annonces. Donc, il ne s'interdit rien, mais a priori, nous aurions, a-t-il dit, une grande consultation
qui prendrait la forme d'un référendum sur plusieurs questions à la fois. En revanche, l'immigration ne serait pas dedans, peut-être le reste. Ce qui veut dire que, au bout de ces 3 heures, vous disiez, vous m'avez interrogé sur le caractère ou le côté dubitatif que nous pourrions avoir à regarder tout cela. Qu'est-ce qu'en pensent les Français? Au bout, vous savez, nous avons passé 3 heures à attendre, rien, et rien n'est sorti. Mais au bout, nous allons passer, ou certains ont passé leur temps à nous dire, Macron n'était pas mauvais, il a annoncé des référendums, il va peut-être consulter les Français. Ce qui veut dire, il a dit lui-même, en cas d'enlisement du Parlement, il saisira les Français pour les consulter, notamment sur la fin de vie. Et il dit lui-même au Parlement, finalement, ça se passe pas bien, quand la loi est votée, c'est pas la mienne, je ne peux pas tout faire, etc. Mais au bout du compte, Liselotte, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Emmanuel Macron, il y a 1 an, a dissous, à la suite d'européennes perdues. La dissolution a donné lieu à des législatives anticipées où son parti a fait un désastre, Ouais. a sauvé les meubles grâce à un barrage républicain, a joué la carte Michel Barnier, puis a joué la carte François Bayrou, puis s'est lancé dans une guerre en Ukraine dont on ne comprend plus rien, puis se lance dans des questions nucléaires auxquelles on ne comprend rien, puis etc. Je ne vais pas refaire le bilan de tout cela. Mais après 1 an, les partis politiques et tous ont été si peu offensifs qu'il a repris la main, qu'il est quelque part le maître des horloges et qu'il peut tranquillement assumer au bout de 3 heures à la télé. Je ne suis fautif de rien. Le Parlement est fautif de ses lois. Quelque part, j'ai fait ce que j'ai pu. Ça va durer 2 ans. Et je vous rappelle qu'il a dit hier soir, et je tiens à le dire, il a dit qu'il ne s'interdisait rien Mm. pour 2032. J'allais Ce qui veut dire conclure qu'après, là-dessus. je vous laisse, je vous en prie, Liselotte, Bah je vous non, en non, prie. mais j'allais dire aux auditeurs, voilà, puisque apparemment on a bien compris, Emmanuel Macron n'est responsable de rien, sauf de ce qui est bien, puisqu'il a quand même dit que la France était le plus beau pays du monde grâce à la reconstruction de Notre-Dame et à la tenue des Jeux Olympiques. Donc on est ravis qu'Emmanuel Macron ait rendu la France le plus beau pays du monde. Voilà, on n'avait pas assez de nos traditions, de nos villages, de nos paysages. Il fallait cette cérémonie des Jeux Olympiques, les Jeux Olympiques même en général. Et donc on est ravis de savoir qu'il n'exclut pas effectivement de se présenter en 2032. Mais d'un autre côté, Guilain Bénessa, ça nous permettra de vous recevoir encore très longtemps pour en parler. Et ça, c'est un plaisir. Liselotte, c'est gentil, mais alors en forme quand même de petites phrases conclusives. 2032, ça m'a sidéré, sidéré. Je veux dire, sa façon Mm. de le dire tranquillement, qu'il ne s'interdisait rien. Donc pourquoi pas? C'est vrai, vous savez, à l'âge de 20, 22, 23 ans, Giscard avait annoncé à ses parents officiellement, il leur a dit, même son père était sidéré, qu'il se voyait président de la République à 40 ans Ouais. et président des États-Unis d'Europe à 50 ans. Macron nous dit qu'il reviendra pour un énième mandat. Vous savez, quelque part, je commence à me dire, vous savez, il y avait des mèmes Mm. qui circulaient il y a quelque temps, On a où vous 10 voyez un secondes, second Guilain tour, Bénessa. voyez un second tour Macron-Le Pen en 2072. Je me demande si on n'est pas parti là-dessus, c'est-à-dire, finalement, rien ne va changer et tout va se reproduire pendant une belle quarantaine d'années. Et ben voilà, on va suivre ça. Merci beaucoup, Guilain Bénessa, pour cet entretien. Et puis, on vous retrouve très bientôt pour continuer à commenter le feuilleton Emmanuel Macron.